Nous sommes toujours dans la troisième noble vérité, la vérité de la cessation, dont l'un des aspects est de cesser de vouloir jouer à Dieu ou de se prendre pour Dieu, ce qui mérite une petite explication. Dans l'histoire du bouddhisme, il y a toujours eu une forme de tension entre deux pôles. D'un côté, la connaissance intellectuelle et de l'autre, la réalisation directe. La connaissance intellectuelle n'est pas nécessairement un défaut, mais plutôt une étape que chacun traverse. En général, on commence par vouloir absolument comprendre, puis on poursuit jusqu'à la source, jusqu'à la lune, en délaissant le doigt qui la désigne. Le doigt, évidemment, c'était la connaissance intellectuelle. Et comme tous les maîtres, le Bouddha Shakyamuni fut entouré de disciples qui ont incarné ces deux pôles. Il y avait Ananda, son cousin et fidèle serviteur, qui représentait l'érudition et qui fut le gardien de la mémoire. Il avait une mémoire d'éléphant. Et grâce à lui, nous possédons encore aujourd'hui tous les discours du Bouddha. Car il avait cette faculté prodigieuse de retenir mot pour mot ce qu'il entendait. Cependant, il ne réalisa pas. Sa mémoire était peut-être vaste comme un océan, mais elle bloquait sa réalisation. Et à l'inverse, Mahakashyapa, Maha ça veut dire grand, le grand Kashyapa, moine austère et taiseux, peu enclin aux longues explications, fut choisi par le Bouddha pour recevoir la transmission. Parce que lui avait tout réalisé. Il ne savait rien, mais il avait saisi directement et immédiatement l'essence de l'enseignement. Et cette histoire, on l'a déjà vue dans d'autres contextes, notamment avec celle du sixième patriarche de Huineng, dont on a souvent parlé, qui lui-même était un novice analphabète et illettré, auquel Hongren, son maître, le cinquième patriarche, conféra cependant la transmission. De préférence à Sen Shui, pourtant lettré et savant, que tout le monde voyait comme le successeur naturel de Hongren. La différence, c'est que Huineng avait réalisé à la simple écoute du Sutra du Diamant, tandis que Shen Shui, très respecté pour son érudition, stagnait au stade théorique et intellectuel. Il faut dire qu'à l'époque en Chine, l'érudition et le lettrisme étaient très prisés. Mais dans le zen, ça n'a pas tellement de valeur. Voilà, et ça a donné la parabole des deux voyageurs.
Il y a deux voyageurs qui veulent atteindre une grande cité, située au-delà des montagnes. Le premier voyageur rassemble des cartes, des journaux de voyage, des descriptions détaillées d'un chemin qu'il ne connaissait pas. Et après toutes ces études, il connaissait les noms d'écoles, les distances, les dangers, les animaux, les espèces d'arbres, etc. Et il en parlait avec enthousiasme et peut-être, et en fait il pouvait même enseigner et répondre à toutes les questions. Son savoir était vaste, sa mémoire précise, sa parole claire. Il pouvait vraiment enseigner le chemin qui allait jusqu'à la grande cité au-delà des montagnes. Le second voyageur, lui, ne savait pas grand-chose. En fait, il ne savait rien. Il n'avait ni carte, ni récit. Il n'avait en fait que sa gourde et son bâton. Mais il a fait un pas, puis un autre, puis encore un autre. Chaque jour, il avançait, sans discours, sans certitude, simplement avec ses pieds et son souffle et ce que les circonstances lui donnaient en chemin. Et puis un jour, les deux hommes se rencontrèrent au pied d'une colline. Le premier, toujours heureux de partager son savoir, lui expliqua longuement à l'autre, qui venait de rencontrer, toutes les routes qui mènent à la cité au-delà des nuages. Il décrivit avec précision le relief, les rivières, les villages à traverser, etc. Et pendant ce temps-là, le second voyageur écoutait en silence. Puis le second voyageur ajouta simplement « J'y suis déjà allé ». J'y suis déjà allé. Autrement dit, je connais. Alors évidemment, le premier homme fut interloqué. Lui qui connaissait tous les chemins, n'avait jamais quitté son village. Son savoir était aussi vaste qu'une bibliothèque royale, mais ses pas n'avaient jamais été plus loin que la première petite colline à l'orée du village. Voilà la parabole. Ceci pour illustrer la différence entre connaître et réaliser. Lire le menu d'un restaurant, aussi détaillé soit-il, ne calme pas la faim. On peut même mémoriser toute la carte. On peut connaître la recette de chaque plat, connaître tous les ingrédients, mais tant que la nourriture n'a pas passé la glotte, la faim demeure. Et de la même façon, quand on s'intéresse à la vacuité, tout comprendre sur la vacuité, l'impermanence, l'interdépendance et les théories d'Einstein reste une nourriture non digérée si on ne l'a pas réalisée et vécue. D'où la formule attribuée au même Einstein, la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Je répète, la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne
et que personne ne sait pourquoi. Voilà. Et le zen se trouve exactement à cet endroit. Non dans la théorie, mais dans la pratique qui fonctionne. C'est très difficile pour un esprit occidental de voir les choses comme ça. Le japonais, par exemple, fait ce que le maître lui dit, quitte à comprendre ultérieurement, alors que l'occidental, lui, veut absolument comprendre avant de se lancer dans quoi que ce soit. Le maître japonais va dire à son disciple, prends la hache et va couper du bois. Et le disciple va prendre la hache et couper le bois. Ça va durer 1 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. Il ne posera pas de questions, il ira couper du bois quand son maître le lui ordonnera. Mais jamais l'occidental n'ira couper du bois avant de savoir la raison pour laquelle il irait couper du bois. Voilà. L'occidental veut comprendre d'abord. Il est comme un pigeon qui tourne et se retourne dans son nid toute la nuit pour trouver la bonne position et qui se retrouve le lendemain matin sans avoir dormi. C'est la même chose entre Ananda et Mahakashyapa. L'histoire qui est célèbre d'ailleurs, raconte que Bouddha un jour, sans prononcer aucun mot devant ses disciples, je crois que ça se passait sur le pic des Vautours, mais c'est à vérifier, il prit simplement une fleur et la fit tourner entre ses doigts. Tous restèrent perplexes, sauf Mahakashyapa qui sourit. À ce sourire, le Bouddha dit, comme Hongren, le maître de Huineng après lui, « J'ai le trésor de l'œil du vrai Dharma. Et ce trésor, je le transmets à Mahakashyapa. » Pas un mot, pas un concept, seulement un sourire. Une transmission en dehors des mots et des lettres. Il est vrai que la tentation de l'intellect reste très forte dans nos existences modernes. L'intellect nous donne une impression de pouvoir, de liberté. De pouvoir diriger notre avenir. Nous ressemblons aux premiers voyageurs de la parabole ou à Ananda. Nous voulons comprendre, expliquer, analyser. Nous cherchons à mettre des mots sur l'indicible. Il y a une vraie jouissance dans la clarté intellectuelle. Mais le risque est de s'arrêter là et de prendre la carte pour le territoire. De croire que parce que nous avons déjà réalisé. Comme le dit un adage zen, parler d'eau ne suffit pas à étancher la soif. Regarder un menu au restaurant n'apaise pas notre faim. On raconte qu'après la mort du Bouddha, lors du premier concile, Ananda fut invité à réciter tous les discours du maître, les sutras par conséquent, de façon à les coucher sur des feuilles de latanier avant de risquer de les voir disparaître. Mais certains moines reprochaient à Ananda de ne pas les avoir encore réalisés. Il était capable de les
de les dire alors qu'il ne les avait pas encore réalisés. Alors, à la veille de l'assemblée, où Ananda devait réciter tous les sutras, eh bien Ananda fut accablé de honte et de doute. Alors il s'assit en méditation et toute la nuit, il s'efforça de pratiquer, mais sans aucun résultat. Finalement, au bout de la nuit, épuisé, il laissa tomber tout effort et c'est à ce moment précis, en lâchant prise, qu'il réalisa. Ce qui ressemble très fort au Bouddha sous l'arbre de la Bodhi. Voilà, donc tant qu'il voulait comprendre ou obtenir, il restait enfermé dans sa boîte. Mais en abandonnant toute volonté d'atteindre quoi que ce soit, une sorte de découragement total, à ce moment-là, l'évidence était là, depuis toujours, hors de la boîte. Alors faut-il pour autant mépriser l'étude et rejeter les textes, refuser de comprendre? La réponse est non. L'étude a sa valeur. Car sans Ananda, le Dharma ne nous serait jamais parvenu. Seulement l'étude doit rester un doigt pointant vers la Lune, non pas la Lune elle-même. Le danger n'est pas dans le savoir, mais dans l'illusion que le savoir suffit. Chaque fois que nous nous asseyons en zazen, nous déposons les cartes, les récits, les journaux de voyage, les explications. Nous ne cherchons pas à comprendre le chemin, nous le parcourons. Dans ce silence, dans ce dépouillement, il n'y a plus deux voyageurs, il n'y a plus celui qui sait et celui qui avance. Le zen nous invite à laisser tomber l'idée de comprendre pour réaliser immédiatement. Non pas demain, non pas au bout d'une longue déduction intellectuelle bien ficelée, mais maintenant.